Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds social juif unifié. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour 1 heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, une émission spéciale du Lunch by Noé. C'est la première fois, je crois, depuis 4 ans qu'on fait cette émission, Déborah, adjointe au département Bonjour. jeunesse. Et bien qu'on nous la demande, cette émission spéciale, un concert unanime de parents, d'éducateurs, d'enseignants, qui nous demandaient des réponses à des questions qui ont afflué autour de 300. On a eu le, comme on dit, le standard qui a explosé dans l'adresse qu'on avait donnée sur ce simple visuel pour annoncer cette émission. 290 questions qu'on va essayer d'égrener avec mes invités aujourd'hui sur le sujet de l'omniprésence des images ultra-violentes auxquelles nos enfants sont exposés. Je vous rappelle que c'est pas si loin, mais ça continue. Depuis le 7 octobre dernier, en pleine fête de la joie de la Torah, les Israéliens se sont réveillés sous une pluie de roquettes. Le Hamas a lancé une attaque surprise depuis la bande de Gaza, par les airs, par voie terrestre et maritime, avec cette infiltration des terroristes. Et vous verrez d'ailleurs que dans les questions, la sémantique autour de ces infiltrations, de ces expressions comme ça, sournoises ou inattendues, reviennent souvent d'ailleurs dans les questions de nos auditeurs. On a même parlé, je prête cette expression à Jonathan Arfi, le président du CRIF, d'un pogrom moderne contre le peuple juif, avec un bilan, en tout cas pour le dernier, qui est accablant, plus de 1200 morts du côté israélien et 2800 blessés. Et alors que les terroristes sont toujours infiltrés sur le sol israélien et que l'État hébreu les traque et bombarde Gaza, sur les chaînes d'infos en continu et sur les réseaux sociaux, il y a ces images, ces clichés, ces vidéos qui sont insoutenables, instrumentalisées d'ailleurs pour partie par la propagande du Hamas. Nos enfants y sont de près ou de loin exposés et cette forte demande de la communauté juive et de nos éducateurs et de nos enseignants, c'est d'y apporter des réponses éclairées avec des spécialistes. C'est pour ça que j'ai vraiment le bonheur aujourd'hui de recevoir de manière assez réactive d'ailleurs, et je vous remercie d'avoir au pied levé accepté mon invitation. Eh bien, j'accueille Benjamin Landman. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Vous travaillez au CHU Robert Debré. Et d'ailleurs, vous intervenez dans un site internet qui est bien fichu, il faut le reconnaître, qui s'appelle clepsy.fr, un site d'information dédié aux parents et dont les contenus sont rédigés par des professionnels de Robert Debré. On s'est d'ailleurs inspiré d'une de vos contributions sur l'impact des attaques terroristes sur la population juvénile. Merci d'être avec nous. À côté de vous, une consoeur. Bonjour, Marie-Claude Aigri. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste. Vous êtes vous-même autrice d'ouvrages sur l'enfant et la guerre. Et vous êtes présidente du groupe scolaire Ganez-nous. Voilà, donc vous avez ces 2 casquettes. Et on va revenir notamment sur les stratégies éducatives des enseignants. Alors, une autre enseignante, on l'aime beaucoup, on la connaît bien. Elle est notamment membre du jury du prix Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Bonjour, Christine Guimonet. Bonjour Philippe. Vous êtes également secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Et puis à côté de vous, de l'éducation formelle à l'éducation informelle, nous avons Déborah Dahan. Salut Déborah. Salut Philippe. Qui a suivi avec nous, avec le département jeunesse, l'ensemble de ces questions qui d'ailleurs ont évolué en fonction de l'actualité. On est parti de la sidération jusqu'à aujourd'hui, par exemple, une forte inquiétude sur l'importation du conflit israélo-palestinien avec des menaces qui sont autour des centres communautaires, des écoles juives, etc. Alors, on va d'abord poser les notions. Je pense que c'est important quand on parle justement de conflits, de stress, de trauma, de résilience même émotionnelle. Eh bien, on va profiter de vous, de vos éclairages, pour vous demander, Benjamin et Marie-Claude, pardon, qu'est-ce qu'on entend par une exposition à ces images ultraviolentes et quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur ce cerveau vulnérable du jeune? On va prendre soin quand même de bien distinguer les âges, tout comme quand on va établir le dialogue, on ne parlera pas à un enfant de 4 ans comme on parlera à un adolescent. Benjamin. Je pense que ce qui est très important, c'est de différencier effectivement les types d'expositions. Si on parle aujourd'hui de l'exposition que nos jeunes en France, auxquelles ils peuvent être confrontés, c'est avant tout les images, à la fois les images directes via les réseaux sociaux. Et je pense qu'en préambule, il faut considérer qu'un enfant aujourd'hui qui a accès à un téléphone portable sera exposé à des images d'une
très très grande violence. Et si parfois les parents ont le réflexe de zapper, scroller rapidement quand ils voient ça, les enfants n'auront pas forcément ces réflexes-là. Donc partez du principe que vos enfants malheureusement auront accès à des vidéos et des images extrêmement violentes. Il y a plusieurs types de réactions et je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas généraliser parce que les enfants sont tous différents à la fois en âge et puis à la fois dans leur tempérament, dans leur façon de traiter ce type d'informations et ce type d'émotions. Mais il peut y avoir des réactions qui sont des réactions de trauma indirect quand on est confronté à des images extrêmement violentes. Ça peut passer, comme vous l'avez dit, par de la sidération, des enfants qui sont assez prostrés, assez distants émotionnellement. Il y a des enfants qui auront des réactions émotionnelles beaucoup plus vives, avec des inquiétudes importantes pour eux, pour leurs proches en Israël, pour leur famille ici en France. Vous avez dit, hein, l'inquiétude, elle diffuse maintenant aussi en France. Et puis, ensuite, parfois une anxiété qui se diffuse avec des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, ne plus vouloir sortir, ne plus vouloir aller à l'école, la peur d'être exposé dans certaines situations. Beaucoup de questions, Benjamin, justement sur cette phobie scolaire où les jeunes ne veulent plus aller à l'école. On y reviendra. D'ailleurs, on a essayé de classer avec Déborah toutes ces questions dans des îlots thématiques. Je vous les annonce d'emblée. On va cheminer, si vous voulez bien, à travers cet ordre du jour. Alors, il y a une question, des questions quasi philosophiques, anthropologiques ou liées à la morale sur le rapport de l'enfant face à la mort et à la barbarie. Puisque là, on arrive vraiment à des extrêmes, à quelque chose d'insoutenable. Comment leur parler de la mort, surtout de proches? Et vous le disiez, Benjamin, il y a un lien très raffermi avec Israël. Hein. Nos jeunes ont des velléités d'Alia, ont des amis, de la famille, ils vont pour les vacances. Donc Israël est vraiment une donnée qui a été totalement intériorisée, y compris dans les écoles juives et dans le narratif juif, si j'ose dire. Le deuxième sujet, c'est autour de l'explication de la barbarie et de la cruauté et du terrorisme. Alors ça, Marie-Claude, vous avez beaucoup écrit là-dessus. On va vous donner les questions qu'on a recensées. On reviendra sur l'exposition aux images ultra-violentes, avec ce flot insoutenable, ces jeunes qui n'ont ni filtre, ni les moyens, Christine Guimonet, prof d'histoire, de contextualiser. Et puis, on reparlera de ce sentiment d'insécurité, puisque là, une des conséquences, c'est de ne plus vouloir sortir, ou c'est peut-être dans un vent de panique faire enfler une rumeur, le Hamas viendrait ravir les enfants au sortir des écoles publiques ou juives. On a eu beaucoup cette question et on voit quelques WhatsApp, quelques messages qui dérivent là-dessus. Et puis, il y a cette explication du conflit et on aura par téléphone Pierre-Jérôme Biscara. Je vais le saluer s'il est avec nous d'emblée, historien, pédagogue. Bonjour Pierre-Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également membre du jury du prix Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et vous nous expliquerez comment, avec vos mots, comment les enseignants peuvent expliquer ce conflit, puisque se rajoute à ce trauma un sentiment, en tout cas pour nos jeunes coreligionnaires, d'avoir à se justifier et d'avoir à quelque part sous-peser d'un camp comme de l'autre les responsabilités. Alors revenons sur cette notion de mort, de barbarie, de cruauté. Comment un parent peut-il expliquer, en fonction des âges, à l'enfant l'innommable, l'indicible, que des images d'ailleurs vont rattraper avant même qu'on ait mis des mots dessus? Marie-Claude Aigri, psychologue et clinicienne. Tout d'abord, je voudrais saluer les parents aujourd'hui, parce que aujourd'hui plus que jamais, c'est une immense responsabilité d'être parent. C'est un métier difficile, impossible, disait Freud, comme gouverner autant que gouverner et enseigner. Parce que c'est d'autant plus difficile et douloureux aujourd'hui que les parents sont eux-mêmes dans la tourmente, sont eux-mêmes dans l'inquiétude et vivent directement, indirectement, en distanciel, par procuration. Et ils ont du mal à cacher leur émotion, ou quand il y a eu la perte d'un proche, le deuil. Voilà. Donc on est effectivement dans la question de l'enfant face à la mort, tout en sachant que la mort pour l'enfant, selon l'âge, n'a pas la même signification que pour nous. Ce n'est pas le mot mort qui est traumatique, et on sait combien dans le judaïsme, on demande de ne pas regarder
On ne regarde pas la mort en face, on ne regarde pas le corps d'un mort. Donc l'exposition aux images revient effectivement à être exposé à une image traumatique, et en mettant des mots derrière ces images de manière adaptée à chaque enfant, en mettant des mots qui permettent aux enfants de comprendre ce qui se passe, mais en même temps en évitant les faits dramatiques, en évitant les détails qui sont d'horreur, de manière à ce qu'ils ne soient pas raptés par cela. Les mots valent toujours mieux que les images. Les mots qu'ils soient maladroits, qu'ils soient pris d'émotion. L'émotion des parents, les enfants sont impliqués à travers l'émotion des parents. Vous l'avez dit, c'est comme dans un deuil. On voit autour le monde se transformer, et les enfants ont besoin qu'on leur explique pourquoi on pleure, pourquoi on crie, pourquoi on a peur. Il y a une petite... Et les enfants deviennent à ce moment-là... les rôles s'inversent quelquefois, parce qu'ils savent effectivement à ce moment-là être à l'écoute de leurs parents. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites dans les mouvements de jeunesse. Déborah Dahan, éducatrice au département jeunesse du Fonds social juif unifié. On a effectivement des jeunes qui sont complètement traumatisés et choqués par ce qui s'est passé, et notamment par le fait que ce soit des enfants qui aient été assassinés, des enfants, des bébés, et ils s'identifient malheureusement. Voilà, tout à l'heure, Philippe parlait du côté rafle et de ce qui nous revient à l'esprit d'il y a quelques décennies. Et ces enfants-là sont effectivement extrêmement choqués par ça, et ils ont peur de ça. Comment on aborde ça avec eux? Alors, pas que les enfants, puisque on a vu des vieilles femmes, on a vu des jeunes festivaliers, c'est-à-dire que c'est la vulnérabilité qui a été atteinte, en tout cas dans le premier... flux d'images. Benjamin voulait peut-être aussi intervenir. Et comment expliquer à un enfant que ce sont finalement les personnes les plus, entre guillemets, innocentes qui ont été visées, et notamment avec des situations de démembrement de corps, de choses comme ça. Je crois que ce qui est aussi important, c'est la façon dont on apporte cette information, et que ce soit pour les éducateurs ou pour des parents, il y a des choses qui sont communes, c'est-à-dire... il ne faut pas hésiter à la fois dans la simplicité, dans l'honnêteté avec les enfants, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des détails qui seraient trop crus, qui seraient trop complexes aussi en fonction du niveau de compréhension, du niveau de compréhension de l'enfant, de son niveau d'envie aussi, parce que tous n'auront pas envie d'avoir accès au même type d'informations. Donc il y a vraiment ce travail sur mesure qui doit être fait, et je pense aussi aux enseignants dans ces moments-là, parce que c'est encore plus difficile de faire du travail sur mesure. Mais du coup, trouver le bon moment, trouver le bon lieu, aller vers l'enfant en disant voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as compris de cet événement, de partir de ce que l'enfant vous dit aussi, pour pouvoir derrière construire des informations qui seraient assez simples, honnêtes, et puis derrière aussi de dire dans quelle mesure on peut expliquer ce qui se passe, avec aussi des choses qui dépendent des valeurs de chaque famille, de comment on comprend un événement comme celui-là. On va y revenir avec les enseignants. Et ça, je pense que c'est très important. Benjamin et Marie-Claude, est-ce que, on parlait des parents qui ont été endeuillés ou qui ont été très concernés, vous disiez que les parents, c'est pas des super-héros, qu'ils ont un rôle très difficile, comment faire avec ces larmes, avec ces émotions, avec ces moments de repli? L'enfant va détecter ces signaux qui sont plus que des signaux faibles en vérité. Comment le parent doit-il réagir avec sa progéniture quand ils ont eux-mêmes, ils sont encore dans cette turpitude là, avec en plus des corps qui n'ont pas été retrouvés, de la famille indirectement qui est concernée? Alors, je crois qu'il faut garder en tête que effectivement les enfants sont impliqués. Ils sont impliqués directement, surtout en Israël, ils sont impliqués directement aussi à travers ce qu'ils entendent ici, mais ils sont impliqués également à travers les émotions qu'expriment leurs parents. Ils sont impliqués, mais ils n'ont pas, comme vous disiez, les moyens de comprendre ce qu'il se passe. Mais les enfants sont patients, les enfants, ils attendent que le moment soit le bienvenu pour que le parent puisse retrouver cette capacité d'attention et lui redonner ce sentiment de sécurité qui est momentanément perdu. C'est momentané. Même les paniques chez les parents, c'est momentané. Ça va passer. La mort, c'est injuste, mais en même temps, la mort, pour l'enfant comme pour nous, c'est ce qui va se passer
après, quand la vie va reprendre le dessus. Et les parents peuvent avoir des mots, comme vous disiez effectivement, simplement, à leur manière, pour pouvoir garder une fenêtre ouverte sur la vie qui va prendre le dessus. Je vous donnerai juste une toute petite anecdote. J'ai rencontré par hasard un petit garçon, je vais l'appeler Chaim, et il me dit c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, ils vont détruire le mur. Je dis, un mur, c'est solide, tu sais, ça fait 2000 ans, il reste ce mur, donc il y a les oiseaux qui les gardent, si on ne peut pas les prier. Il me dit, non, c'est pas solide, il faut que je sois là, et il faut que je sauve le mur de la destruction. Sa mère arrive et me dit, je ne lui ai pas encore parlé de la guerre, parce que je pensais qu'il fallait le protéger. Hein, voilà. Et cet enfant disait, maintenant je vais avoir des cauchemars. Je crois qu'on vit un cauchemar. Et que les parents vivent un cauchemar aussi, et qu'il y a des moyens sur le... Voilà, pas seulement les mots, mais également la présence, la tendresse, les câlins, les doudous, enfin, tout ce que l'on a à notre disposition pour redonner de l'humanité dans la vie des familles. Alors, de l'humanité, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'on a parlé de pogrom moderne, puisqu'on revient sur les temps les plus sombres de l'histoire. Christine Guémonet, vous êtes enseignante. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question autour de ce paradigme, d'ailleurs, qui est en train de changer. On parle de paliers supplémentaires dans la barbarie. L'éditorialiste Alain Franchon décrivait dans Le Monde dans le gamme, je cite, dans la gamme du terrorisme de masse, le Hamas a déchaîné contre une population civile une barbarie singulière. Il veut qu'on nomme les choses. Quand on est lycéen, qu'on est à ces manuels d'histoire et bien qu'on aborde cette actualité-là, comment l'enseignant, lui, se positionne. On essaie de faire sortir les gens du bois sur le Hamas terroriste ou expliquer voilà, si les armes sont proportionnées. Est-ce que vous êtes déjà, vous, confronté dans vos classes à ces questions de la part de lycéens? Alors l'enseignant, il est avant tout historien, pédagogue, et il doit favoriser chez les élèves la prise de distance. C'est évident que c'est toujours plus facile à dire comme ça. Le recul, la classe, c'est un espace de décentrement pour réfléchir, contextualiser, analyser. Il faut dire aussi à nos élèves qu'en tant qu'historiens et professeurs, nous n'avons pas forcément toutes les réponses parce que nous essayons d'expliquer un événement immédiat. Et il nous semble qu'en discutant avec des collègues, qu'il faut toujours être précautionneux. L'enseignement, c'est une grande école d'humilité, parce qu'on doit s'adapter à l'alchimie spécifique de chaque classe. Chaque classe est un écosystème, un n'est pas semblable à l'autre. Et tant qu'il n'y a pas de demande des élèves, lundi, par exemple, le matin, il n'y en avait pas. Je pense qu'il faut attendre. Vous ne les suscitez pas? Non, parce que la demande peut arriver plus tard. Et dans ce cas-là, on va travailler d'une manière différente. La demande est venue d'élèves de terminale qui ont un degré de maturité plus important, une classe qui est très réactive dans le sens où les élèves participent beaucoup, où ils sont intéressés par l'actualité. Et donc, la demande, je l'ai bien sentie tout de suite. Et pour travailler à chaud, il faut que le professeur ait un bagage scientifique qui soit bien établi pour pouvoir répondre à des questions. Ne pas avoir peur de dire que pour tel et tel élément, on n'a pas forcément la réponse, que les événements se suivent les uns par rapport aux autres. Nous sommes historiens, nous ne sommes pas dans la tête de ceux qui gouvernent et de ceux qui agissent. Et il m'a semblé que la meilleure tactique, c'était d'abord de leur demander ce qu'ils avaient entendu pendant le week-end, puisque c'était lundi. Donc, très simplement, ils m'ont dit qu'il y avait une attaque menée par le Hamas dans les territoires du sud d'Israël. Et je leur ai demandé ensuite où ils avaient trouvé l'information et comment ils s'informaient. Qui utilise la radio, qui utilise la télévision, le JT. Donc là, on voit ceux qui regardent la télévision en famille. Les jeunes voient moins le JT maintenant. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. Plutôt les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux viennent souvent. Il y a la presse écrite, encore un peu. Et je les incite beaucoup à lire la presse écrite parce que ça les oblige à lire des textes un peu longs
et à ne pas se focaliser sur l'immédiateté des images. Parce qu'en fait, s'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, comme ils ne fonctionnent pas comme nous, un historien qui utilise Twitter, il l'utilise comme outil de partage, d'information, et on est capable de faire le tri. On est capable de faire le tri, on sait que tel type d'image, il ne faut pas les relayer, et ça, il faut l'expliquer aussi aux élèves. Donc le texte, le décryptage, ça permet de faire un travail de fond, on se pose, on lit, on analyse, et l'image peut venir après. Et il ne faut pas montrer n'importe quel type d'image. Parce qu'on n'est pas là non plus pour ajouter de l'anxiogène à une situation qui est déjà anxiogène. On est là pour prendre un temps de recul et décrypter. Et la première chose que j'ai faite, c'est de montrer la carte. Montrer la carte et les faire réfléchir sur la notion des distances. Mmh. Il y avait une carte donc, de la bande de Gaza et du sud d'Israël, et il y avait l'échelle. En histoire-géographie, la cartographie, c'est un outil qui est extrêmement précieux. Il y avait l'échelle, l'équivalent de à peu près 5-6 cm en écartant 2 doigts de la main. Ça équivaut à 10 km. Mmh. Donc la carte était au tableau. Quand on connaît bien Israël, effectivement, on se rend compte que les distances sont très raccourcies. Christine, voilà. Et on va poser la question aussi à Pierre-Jérôme Biscara, puisqu'on parle d'échelle, on a aussi fait énormément de comparaisons. On a parlé de Pearl Harbor, on a parlé tour à tour du 11 septembre, on a parlé du Bataclan, tout cela pour mettre des mots sur ce qui s'est passé en Israël. Est-ce que Pierre-Jérôme Biscara, vous êtes en plus spécialiste de la Shoah, vous venez de commettre cette nouvelle histoire de la Shoah avec vos confrères, est-ce que vous autorisez, vous, ces parallèles? Est-ce que vous avez l'impression que dans la psyché, c'est important d'avoir à parler d'un pogrom djihadiste ou de revenir sur les exactions de la Shoah, ou pas du tout? Vous attendez, comme le dit Christine, d'avoir un peu de recul? Alors, tout d'abord, à la fois en tant qu'historien et aussi en tant que parent et puis en tant que citoyen, on est quand même, nous aussi, on a beau avoir un regard historique, critique, politique sur la situation, on a quand même été absolument sidérés, et on a pris aussi cette sidération, j'allais dire, vraiment en pleine figure, d'autant que, en l'occurrence, moi, le 6 octobre, j'ai envoyé à des collègues historiens, des collègues avec qui je travaille, un petit message en disant « il y a 50 ans, la guerre du Kippour ». Voilà. Et le lendemain, il y a l'attaque. Donc, comme ça, un retour du pire de l'histoire en marche. Et voilà, donc c'est pas facile aussi pour nous, à la fois pour avoir un regard historique et aussi pour transmettre. Je pense que c'est vraiment pas évident d'avoir cette prise de distance, mais on essaye quand même. Moi, je pense pas du tout qu'on soit justement sur une forme de guerre conventionnelle, entre guillemets, sur Pearl Harbor. Et on peut reprendre effectivement les mots de Camus, c'est-à-dire que mal nommé une chose s'est ajouté au désordre du monde. Et en l'occurrence, je pense que dans ce type de conflit, avec le regard de l'histoire, mais aussi de ce qu'on a présentement et de ce que l'on sait, il faut commencer par bien nommer les choses. Il y a des victimes, il y a des agresseurs, des assassins, et en l'occurrence, il faut les nommer, c'est le Hamas. Il faut dire que donc, le Hamas, c'est un mouvement terroriste. On sait bien que le Hamas est guidé par l'Iran. Voilà. Et il faut dire que l'Iran est une dictature et que l'Iran prône la destruction de l'État d'Israël. Et donc que le Hamas, évidemment, s'inscrit dans ses pas. Et quant à la comparaison, j'allais dire, historique, oui, on se dit qu'il y a des échos fortement avec le Bataclan. Comment ne pas y penser? Le président de la République l'a rappelé. Et effectivement, dans une certaine mesure, quand on voit que les assassins les criminels passent dans les kibboutz et tuent tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, comment ne pas penser aux unités mobiles de tuerie? Voilà. Alors évidemment, il n'y a jamais un signe égal, mais forcément, il y a un écho. Forcément, il y a un écho, et il y a effectivement la volonté de tuer tous les juifs.
ce qu'on se dit. Alors, rentre là-dessus la question des otages, mais on peut rappeler que cette question des otages, justement, en tout cas dans les conflits récents, prendre autant d'otages, c'est pas quelque chose, justement, c'est quelque chose de conventionnel. Et là, je pense qu'effectivement, il faudra attendre un peu de distance pour bien analyser les choses, mais au moins commencer par nommer et dire que ceux qui ont été tués ne sont pas, en l'occurrence, des soldats, mais sont des victimes civiles. Et les victimes civiles, c'est des nourrissons, des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes, des personnes âgées. Alors, Pierre Jérôme, vous dites qu'on est venu tuer des Juifs, et c'est vrai que quand on lit ce que le Hamas a revendiqué, c'est moins les Israéliens que le Juif. Comment, Marie-Claude, Benjamin Landman, parler de ce fait à ces enfants juifs qui vont se retrouver craintifs, stigmatisés? Comment leur parler de l'antisémitisme et de la haine anti-juive sans les rendre paranoïaques, sans les traumatiser, alors que certains, on le voit dans beaucoup de questions, se sentent des cibles toutes désignées. Donc là, on reparle de la haine anti-juive qui revient à l'ordre du jour de manière explosive, c'est le cas de le dire. Là aussi, est-ce qu'il y a une stratégie éducative particulière pour dire à l'enfant, c'est pas de ta faute d'être au monde, si je puis me permettre l'expression? Peut-être deux remarques. La première, c'est juste pour reboucler sur la question des questions qui émanent des élèves en classe. Je pense que c'est très important, même en tant que parent, d'éducateur, de valider les questions, de les reconnaître comme étant légitimes, quelles qu'elles soient, parfois naïves. Dans la formulation, vous voulez dire ? À la fois dans la formulation, de reconnaître à l'enfant sa légitimité comme poseur de questions, comme acteur aussi de ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça veut dire aussi une certaine tolérance pour des maladresses, pour des intérêts qui parfois vont être décalés par rapport à ce qui nous semble être fondamentalement important. Parfois, les enfants peuvent se focaliser sur des détails qui semblent anecdotiques. Donc ne pas culpabiliser l'enfant, l'adolescent. Alors, s'il a vu des images, vous le disiez Marie-Claude, ne pas le culpabiliser en lui disant tu vois, tu es sur les réseaux sociaux, et lui laisser les maladresses de son expression. Il faut partir de l'enfant tel qu'il est, d'où il vient, et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et la deuxième, c'est... Sur la stigmatisation. Exactement. Et la deuxième, sur cette partie-là, je laisserai Marie-Claude de plus développer, mais l'idée, c'est quand même de redonner à vos enfants le sentiment d'être en capacité d'agir. De dire, voilà, on participe, on est acteur de ce qui se passe. Alors parfois, vous parliez de est-ce qu'il faut sombrer dans la paranoïa? Je crois pas. Il faut trouver une espèce de ligne de crête qui est difficile. Mais il faut pas hésiter aussi à donner à vos enfants des conduites à tenir. Ils sont pas complètement naïfs quand ils ont peur. Ils savent que ce climat, il est basé sur des choses qui sont réelles, sur des menaces qui sont existantes. À la fois, la contextualisation, elle est importante parce qu'il faut aider à trouver la bonne mesure. Et ça, on a beaucoup d'études qui viennent d'ailleurs d'Israël sur comment parler des risques aux enfants. Et on sait que essayer de trouver la bonne solution, la bonne évaluation des risques réels, les proportions, même si parfois ça semble complètement froid et clinique, mais c'est important de redonner aux enfants un sens du risque, de leur donner des solutions, des réflexions à avoir sur une conduite à tenir. Qu'est-ce qui se passe si jamais, tu sais comment tu pourrais être préparé si jamais ça arrivait, sans en faire un leitmotiv permanent, mais il faut que les enfants soient à la fois reconnus dans leurs craintes et qu'ils aient des outils pour y répondre. Et puis trouver la bonne mesure. Résilience émotionnelle. Est-ce que l'enfant en est instinctivement doté? C'est-à-dire que est-ce qu'il va cristalliser? On a parlé d'images insoutenables. On ne va pas faire l'article ici. Je crois que on les a tous en tête. Est-ce qu'il y a une rémanence, une empreinte, et à quel moment elle se dissipe? Mais à vous entendre, Benjamin, il faut reprendre le contrôle. Et quels seraient quelques conseils aux parents qui nous entendent quand même pour l'emmener sur une démarche plus vertueuse, qui le décentre de ces images un peu obsessionnel, Marie-Claude? C'est très important ce que vous relevez là. C'est-à-dire que les enfants ont des ressources, les adolescents ont des ressources. Ils passent, comme vous le disiez, par des étapes, comme nous, par la sidération, par de la panique, par des propos de vengeance, par de la colère. Et tout ça, c'est légitime. Ce sont des mots. C'est-à-dire qu'ils s'emportent avec des mots. Et ça, effectivement, il faut pouvoir l'entendre. C'est intéressant, le Am Israël Chai qu'on a entendu dans la manifestation, qui littéralement veut dire que le peuple d'Israël vive. Voilà, on l'a entendu avec souvent pas mal de véhémence. Et vous parlez de vengeance. Et c'est vrai qu'on a pu entendre ici ou là des paroles en disant ça y est, maintenant c'est notre tour. Est-ce que ça, vous nous dites que c'est sain finalement? Mais oui, parce que en même temps, qu'est-ce que c'est que la vengeance dans les mots? C'est de pouvoir réagir, ce que vous disiez, de ne pas rester passif et sidéré face à ce qui se passe. C'est une révolte. C'est une révolte dans le moment. C'est pas un appel à. Et d'autre part, pour revenir à la question de l'identification, les enfants,
quand ils voient des images, les adolescents quand ils voient des images, les enfants quand ils entendent, ils sont ce qu'ils voient. Ils s'identifient à ce qu'ils voient. Hein. Alors on va détourner ces identifications. Pour les plus jeunes, on ne va pas hésiter à raconter des histoires où il est question, à travers des animaux, à travers des contes. Hein. On sait combien que c'est peuplé, effectivement, de pertes, d'abandon, de morts. Hein. Mais c'est comme ça contrôlé par les histoires. Les adolescents, ils lisent des mangas. Les mangas, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai qu'ils sont exposés à beaucoup de violences, mais qui est symbolisée, qui passe par le symbolique. Voilà. Donc on revient sur le symbolique. La plupart des mangas, les héros, moi des fois je dis à mes petits-fils, mais écoutez, ils sont tous orphelins. Voilà. La plupart des héros sont orphelins. C'est pas tendre, la littérature de manga. Non. Et en même temps, ils ont besoin. Ils sont pas fascinés par les mangas. Ils sont justement dans un récit. C'est un narratif qu'ils vont pouvoir mettre en parallèle avec ce qui les agite, ce qui les anime. Les plus petits, c'est de pouvoir leur laisser des temps de pause. Alors justement, on a beaucoup de questions de mamans, de tout petits, de 3-4 ans, des enfants qui sont en Israël, mais aussi des enfants qui sont en France et qui sont... Et les parents sont complètement perdus, ne savent pas comment expliquer ce conflit à cette tranche d'âge, parce qu'on voit que pour les bébés, on a bien compris qu'il fallait les prendre dans les bras, qu'il fallait les câliner. Alors je dis pas qu'il faut pas câliner les enfants de 3-4 ans non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films explicatifs aussi pour les plus grands, les 5-6 ans, qui savent ce que c'est qu'une carte d'Israël, qui savent ce que c'est que des missiles, des bombes, etc. Mais pour des petits de 3-4 ans, on entend la sirène, soudainement, il faut aller se cacher. Comment on explique ça à un petit ? On n'explique pas à un petit, parce que d'abord, on n'a pas d'explication. Hein, on n'a pas d'explication à ce qui nous dépasse. Hein. Mais par contre, on va pouvoir parler avec lui, l'entendre, lui dire que c'est extraordinaire. Lui dire que c'est pas pareil que quand je déteste mon copain et puis après je redeviens copain avec lui, que là c'est quelque chose de très 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 compliqué et que ça nous dépasse parce que nous on ne veut pas de cette haine, pour employer les mots, hein, parce qu'ils les entendent, et pouvoir effectivement leur demander eux à quoi effectivement ça leur fait penser, à quelles histoires, leur amener des histoires et puis revenir à la vie normale, leur chanter des chansons. Justement, on a beaucoup de questions sur, et on va revenir quand même sur ces images ultra-violentes, parce que le gros des questions, c'est est-ce qu'on éteint la télé, est-ce qu'on leur confisque le téléphone, est-ce qu'on exerce un contrôle parental qui régule ces images. Alors vous disiez, Benjamin, tout à l'heure, ça ne servait à rien, puisqu'in fine, ils vont être exposés, mais on a des questions sur justement les pratiques positives, c'est-à-dire comment les emmener aussi dans ce maelstrom d'images qui continue, cette guerre qui s'enlise. Quelles sont les perspectives positives pour un enfant, même s'il est extraordinaire cet événement, alors que tout concourt à dire que ça continue et que ça empire? Philippe, je crois que c'est la même question quelque part, parce que vous parlez des enfants de 2, 3 ans, 4 ans. En fait, les familles sont différentes. Il y a des familles qui vont être avec la télévision en boucle, à la télé, en fond sonore, et les enfants seront donc exposés à un certain nombre d'informations, de sensations. Il y a des familles qui vont faire un blocus immédiat et qui l'ont déjà fait dès le début, qui ont protégé les plus petits enfants. Et ça, vous le recommandez, Benjamin, par exemple? En fait, je recommande de faire aussi. Cloche. Je recommande aux parents de fonctionner comme ils peuvent fonctionner. On ne va pas changer le mode de fonctionnement des parents. On ne va pas imposer une pression supplémentaire. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent dans un moment comme celui-là. Donc moi, je ne vais pas dire aux gens faites ceci ou faites cela. Et vous pensez je pense que si ils peuvent être protégés des images, si les enfants les plus petits de 2-3 ans peuvent être protégés de ce qui se passe, évidemment que c'est positif, mais c'est pas toujours une possibilité. Et donc je rajouterai pas de la culpabilité aux parents en leur donnant des injonctions impossibles à tenir. Si jamais il s'avère que les images sont présentes ou que l'inquiétude est là, alors à ce moment-là, il faut traiter. Il faut redonner aux enfants, ceux qui comprennent ce qui se passe, ceux qui ont ressenti ce qui se passait, des capacités d'agir, de dire voilà comment je fais ma place dans ce maelstrom. Vous disiez, participons à des actions. La vengeance, c'est pas une solution. Il y a plutôt des choses positives à faire. Préparons des cartons, envoyons des cartes, manifestons notre soutien par des dessins. Par des Alors Déborah, éducatrice, tu es au cœur de tout. Alors, on n'a jamais eu autant de demandes de bénévoles, de jeunes, ça explose au compteur et on s'en félicite, qui veulent aider, qui veulent aussi faire des appels de courtoisie, enfin à des personnes qui sont effectivement inquiètes, à rassurer. Ça, c'est extraordinaire pour notre jeunesse, elle est vraiment présente à ce rendez-vous-là. Toi, tu es au cœur de l'ensemble des activités, des initiatives des mouvements de jeunesse et ça bat son plein. Tu peux nous dire un petit peu comment
Comment ça se passe dans les mouvements de jeunesse en ce moment? Alors depuis ce week-end, on a énormément d'échanges avec les directeurs des mouvements de jeunesse, des 26 associations qui sont fédérées par Noé, qui représentent toute la mosaïque des mouvements de jeunesse de la communauté juive de France. Et le mot d'ordre, c'est effectivement d'accueillir la parole. On a de nombreuses activités. Donc au départ, les mouvements de jeunesse nous questionnaient sur le fait de se rassembler, sur le fait de faire des choses avec les jeunes. On a bien évidemment, en coopération avec le SPCJ chez nous, on a mis en place donc des activités pour eux et on leur conseille effectivement d'accueillir la parole et de faire en sorte que ces jeunes puissent se retrouver ensemble, puissent échanger, parce qu'on a des jeunes qui sont reclus devant la télé, comme on disait, on a d'autres jeunes qui sont dans la panique la plus totale, et l'important c'est qu'ils puissent échanger. Donc on a beaucoup d'activités que je ne dirais pas oui, à des l'antenne, activités d'éducation populaire, c'est-à-dire des méthodes actives, alors avec le dessin, Montessori, etc., qui mais permettent aussi des ateliers de théâtre. On a beaucoup d'ateliers de théâtre, par exemple d'impro, où les mouvements de jeunesse font faire venir des professeurs et des professionnels pour permettre à ces jeunes d'extérioriser, de sortir toute l'énergie négative qu'ils ont en eux. On a bien évidemment Est-ce que débats. c'est validé, cette catharsis, par les psys que vous êtes? Alors, peut-être pour revenir sur ce besoin que tu disais, Benjamin, d'être aussi acteur. Oui. Hein, voilà, acteur dans tous les sens. Hein, d'être aussi acteur, parce que cette passivité, elle pétrit d'angoisse, elle fait remonter l'angoisse. Donc ça, c'est effectivement fort. Et moi, je voudrais saluer effectivement les moments de... Je voudrais saluer les écoles. Et les écoles, bien sûr. Vous êtes présidente de l'école Guénénou. C'est un lieu ressource indispensable, même si quelquefois, on n'envoie pas son enfant parce que pour quelque temps, on n'y arrive pas. Ça va venir, on va le ramener, on va avoir moins peur. C'est indispensable, parce que l'école, c'est le havre de paix de l'enfant. Même s'il y a les bagarres dans la classe, dans la cour, même s'il y a des discussions, et ce sont des discussions, c'est le havre de sécurité de l'enfant qui a perdu, encore une fois, sa sécurité havre affective. de sécurité, mais beaucoup de questions. Christine Guimonet, vous qui êtes secrétaire générale des profs d'histoire-géographie, Pierre Jérôme, s'il est avec nous, peut aussi répondre. On a quand même pas mal de questions assez indignées de parents qui disent, mais oui, effectivement, ce sont des havres de paix, mais ce sont aussi maintenant des ghettos qui sont ultra bunkerisés. Il y a, on le voit, dans la massification de l'école juive, eh bien, ce transfert des écoliers de l'école publique à l'école privée juive pour des raisons sécuritaires, notamment depuis les années 2000 avec l'explosion des attentats. Comment expliquer à un enfant qu'aux abords de son école, il y aura peut-être sentinelle de nouveau, que faire son trajet à l'école et en ressortir est en soi pénible et risqué? En fait, les élèves comprennent, parce qu'on leur explique en histoire, il y a les faits et il y a aussi les émotions, les ressentis et les représentations. Et que la mise à distance, pour chaque élève, d'éléments qui concernent sa propre vie et qui entrent en résonance avec l'histoire immédiate ou qui a à peine quelques années, ça n'est pas toujours facile. Je vais donner 2 exemples. Quand on a des élèves dont les parents viennent de l'ancien espace soviétique, et qu'en classe, on va travailler avec eux parce qu'il faut répondre à des questions et contextualiser l'attaque de l'Ukraine par les armées russes. Il y a des élèves qui sont sous le choc parce qu'ils ont de la famille en Ukraine, d'autres qui ont de la famille russe et ukrainienne, et qui disent oui mais madame, pour nous c'est compliqué parce que on a 2 discours différents dans la famille, les gens se disputent pas forcément, mais moi je ne sais plus quoi croire. Donc on va essayer de mettre l'événement historique pour expliquer, préciser, ne pas prendre en compte les émotions, mais faire en sorte que l'élève ne soit pas phagocyté entièrement par elle. Et quand on a une élève qui est syrienne, de confession chrétienne, qui vit en France, dans un cours sur le Proche-Orient, quand on parle de la Syrie et des politiques menées par la famille Al-Assad, avec une grande cruauté, une grande brutalité que vous connaissez tous, elle a le plus grand mal à percevoir parce que elle s'est sentie protégée, sa famille s'est sentie protégée en appartenant à une minorité religieuse, que la violence de ce régime politique et de ses présidents, de père en fils, cette violence-là, elle a été prise de plein fouet par d'autres populations en Syrie, et que chacun, en fonction de son identité, de ses ressentis,
ressent les choses d'une façon différente. Donc, l'histoire, ça sert aussi à faire un pas de côté qui peut parfois être difficile, mais on est là pour expliquer, on comprend évidemment les ressentis des élèves et on va essayer de les rassurer du mieux qu'on peut. Mais comment, je reviens à ma question, eh bien dire à un enfant juif, quand il va dans une école, que c'est un lieu d'apprentissage, un lieu de citoyenneté, un lieu d'édification intellectuelle, mais que c'est aussi, encore une fois, je cite les expressions de nos auditeurs, un bunker, un sanctuaire, peut-être un refuge aussi. Est-ce que ça, c'est soutenable dans l'explication pour un enfant qui se dit pourquoi moi je ne peux pas aller dans l'école publique, aller voir mes copains, pourquoi je suis obligé d'en changer. Alors je ne parle pas du projet d'excellence éducative pour lequel on irait spontanément, et les parents le formulent ainsi d'ailleurs depuis la maternelle, mais ce sentiment d'injustice en fait d'être encore pointé comme étant celui qu'on va agresser, et on a vu d'ailleurs la hausse des actes antisémites depuis le conflit. Le recul de toutes ces années, depuis les années 2000, et depuis les plans Vigipirate, et depuis, etc. Effectivement, là, il y a des signes qui reviennent, les policiers des partis reviennent. Et je n'ai jamais recueilli des questions des enfants, de pourquoi moi, etc. Et il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle les parents protecteurs. Ah oui, il faut en parler. Mais c'est extraordinaire, parce qu'ils sont au bout de la rue, ils sont de l'autre côté de la place, et ils sont là, discrètement, et je suis fière d'avoir un parent protecteur. Voilà. Benjamin, on va continuer sur les questions, on va donner quand même, sans donner de tips ou de recettes immédiates, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, chaque parent fait avec les moyens du bord, avec son bon sens qui, dit-on, est communément partagé, voilà, pour reprendre l'expression de Descartes. Encore une fois, sur, par exemple, ces situations qu'on détecte, qu'on intuitionne, où l'enfant est taiseux, où on sent qu'il a des troubles du sommeil, qu'il a été exposé, comment créer le dialogue alors que l'ado peut s'enfermer dans sa chambre, ne pas aborder de lui-même ces sujets, enfin, l'exposition à ces images. Est-ce que là, il y a une conduite à tenir? Est-ce que vous pourriez conseiller les parents qui parfois estiment qu'ils sont un peu dissuasifs ou un peu véhéments? Alors c'est peut-être dans ces moments-là où il faut aller justement contre son bon sens, parce qu'un parent qui a un enfant, qui est inquiet pour son enfant, il va être un peu lourd dans ce moment-là, il va être un peu intrusif, il va venir, un peu mère juive, quoi. Voilà, il va venir rentrer, il va demander beaucoup de choses. Et avant tout, ça commence par le timing, trouver ce petit créneau, ces 5 minutes, ce moment où il y a une ouverture, être présent. Ne pas vouloir que tout se défasse immédiatement, que tout soit compris immédiatement, parce que les enfants sont finalement comme des adultes, comme nous tous, ils ont besoin d'un certain temps pour traiter une partie des informations. Et donc on peut déjà soit commencer en ouvrant pour dire qu'est-ce que nous, en tant que parents, on ressent dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qui est difficile, et de donner aussi une ouverture comme ça en disant voilà, il y a un moment où c'est possible d'en parler de cette façon-là, d'une autre façon, en regardant un film ensemble, en parlant à quelqu'un qui est de la famille en Israël. Voilà, il n'y a pas besoin que tout soit explicité immédiatement et dans tous les détails. Par ailleurs, chez les enfants les plus petits, ça peut aussi passer par des moments de jeu. Ils n'ont pas tous accès à une élaboration suffisamment complexe pour mettre des mots sur tout ce vécu. Mais voilà, aller jouer avec eux, aller dessiner avec eux, leur permettre d'avoir un moment d'expression et laisser du temps au temps, et peut-être qu'on reparlera par la suite de à quel moment il faut commencer à s'inquiéter de façon plus... Alors, c'était ma question, puisqu'on a beaucoup de questions sur la fréquentation d'un professionnel de santé mentale. À quel moment on décide d'aller en consultation? Quels sont les signes qui peuvent alerter, quand bien même on aurait établi le dialogue avec l'enfant qui aurait à choper? Dites-nous si là on a des auditeurs qui s'inquiètent vraiment pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a des signes? L'enjeu, les signes, c'est quand finalement ça prend trop de place, quand ça a un impact sur le fonctionnement global. Là encore, on est vraiment dans la phase aiguë, et comme vous dites, il y a aussi des raisons rationnelles de ne pas emmener son enfant à l'école dans les journées, ou en tout cas, c'est pas complètement hors norme dans la communauté dans les jours qui vont suivre, mais de façon générale, si on a l'impression que l'enfant ne dort plus, pas seulement une nuit, mais plusieurs nuits d'affilée, que vraiment le niveau d'inquiétude devient envahissant toute la journée, qu'il n'est plus du tout accessible à une forme de réassurance, que les moments qui pourraient être un peu légers dans la journée, parce que heureusement il y en a encore, justement comme disait Marie-Claude, par la mise en place de routines, toute cette régularité, si on n'arrive pas à la remettre en place parce que l'enfant exprime en permanence ses difficultés, là peut-être que c'est le signe de commencer à
se poser la question d'aller voir un professionnel de santé mentale. Parfois, ça peut aller juste aller prendre rendez-vous avec le pédiatre qui pourra faire un peu le point. Quand on a déjà la chance d'avoir accès rapidement à un suivi psychologique, ça peut être aussi intéressant pour dire OK, où on en est. Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique, est-ce qu'il y a besoin d'un espace de parole, est-ce qu'il y a besoin de stratégies plus spécifiques de la prise en charge du trauma, mais voilà, les signes, c'est vraiment le caractère à la fois envahissant et puis l'impact sur le fonctionnement quotidien de l'enfant. C'est ça les événements, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à étudier, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Là aussi, les parents, je pense, font assez bien la différence entre un moment ponctuel, commun, et puis une situation qui s'installe dans la durée. Alors, Christine, on va poser des questions qui fâchent sur le conflit qui doit être expliqué, puisqu'on a aussi beaucoup de questions, et Pierre Jérôme est encore avec nous, sur cette pédagogie du conflit, puisqu'on a des questions de parents qui nous disent que, je cite, en tout cas dans l'école publique, ma fille s'est fait interpeller par un camarade qui l'a signé dans le camp, je cite, des assassins d'enfants palestiniens, et que, dixit, cela faisait un point partout. On a aussi des questionnements de parents qui nous disent, je cite, je sais que ça va vous révolter, Christine, nos enseignants, nos éducateurs, sont-ils assez formés pour remettre les pendules à l'heure et rappeler que le Hamas est une organisation terroriste et non un mouvement de résistance? D'autres questions, s'ils sont la cible d'insultes ou d'injures à caractère antisioniste, doit-on leur conseiller d'aller tout de suite voir le professeur ou le proviseur? Voilà, beaucoup de questions autour de cette prise en charge éducative au sein de l'éducation nationale. Alors tout dépend évidemment des établissements dans lesquels les professeurs travaillent. Mais en histoire, il y a un programme avec des thèmes, avec des chapitres, avec des notions, avec des concepts. Et le programme, c'est un programme national et on le fait comme on doit faire un cours d'histoire, sourcé, contextualisé. Le professeur n'est pas là pour faire un débat pour ou contre entre les élèves. On n'est pas là pour montrer une vision manichéenne de l'histoire. Il n'y a pas les bons et les méchants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est important de rappeler qu'un professeur, donc un fonctionnaire de l'État, n'est pas partisan et n'a pas à laisser transparaître ses opinions politiques. Ça va mieux en le disant. On est agent de l'État, donc on a une neutralité à tous les niveaux. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on va faire des explications sur le politique, le religieux, on s'interdit d'en parler, puisque c'est dans les programmes. Mais ce qui est important, c'est comme le disait Pierre Jérôme, quand on explique les notions, les concepts, il faut mettre les bons mots sur les mots. Donc le terrorisme, ça s'explique. Lorsqu'on a une guerre armée contre armée, c'est une guerre conventionnelle, on travaille ce qu'on appelle le concept de guerre asymétrique. Bon, et en fait, les civils sont toujours pris à partie pendant les conflits. Si on prend la guerre en Ukraine, l'armée russe s'est attaquée aux civils et ça générait une très forte anxiété chez les élèves que nous avons d'origine ukrainienne, qui étaient très, très stressés par rapport à ce que la famille pouvait vivre sur place. Donc, le terrorisme, ça s'explique. Le corps enseignant en français, on avait un article du Monde qui relatait qu'à Harvard, étudiants et professeurs se déchiraient au sujet de l'attaque du Hamas en Israël et que le régime d'apartheid était revenu sur la table en termes de discussion. Mais l'école publique, c'est pas Harvard. L'école publique, c'est pas Harvard. L'école publique, ça ne fonctionne pas avec des associations d'étudiants. Donc, on a les cours d'histoire, les cours de spécialité à GGSP, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur le Proche-Orient et les guerres israélo-arabes et le conflit israélo-palestinien. Donc quand on a une attaque avec ce mouvement terroriste qui est le Hamas, parce que le Hamas, ça s'explique aussi ce que c'est. Bon, c'est pas un État, c'est un mouvement avec une idéologie, avec une charte, avec des modes opératoires. Et là, donc, c'est un massacre de masse, à une certaine échelle, donc ça s'explique. C'est un massacre de masse mené par un mouvement terroriste. Ça n'est pas une action militaire dans une guerre conventionnelle où on va attaquer une armée.
Pierre-Jérôme Biscara, vous êtes avec nous, historien, spécialiste de la Shoah et pédagogue. Est-ce que vous avez une remarque sur ces questions de parents qui, en fait, appellent à une forme de neutralité et à une responsabilité du corps enseignant ou de la communauté éducative sur ces sujets qui vont sans doute concerner davantage les adolescents qui commencent à rentrer dans les faits historiques? Alors, oui, mais moi, je pense surtout, j'ose quand même imaginer que la majorité des professeurs d'histoire ont un regard, j'allais dire, au plus près de l'objectif, on va dire, sur ces questions-là. Moi, je vois le danger surtout, effectivement, dans un lycée ou dans un collège, entre un groupe d'élèves et un autre groupe d'élèves se déchirant sur le sujet. Et peut-être qu'on peut rappeler à la fois en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent, c'est que l'antisémitisme en France, c'est un délit. Que les insultes antisémites sont des délits, que les actes antisémites sont des délits, et que c'est quand même important de le rappeler. C'est aussi important de rappeler que s'il y a eu une histoire de l'antisémitisme, on pense à l'affaire Dreyfus, on pense au régime de Vichy, parfois les républicains l'ont porté contre les antisémites. Au final, sur l'affaire Dreyfus, c'est les républicains qui l'emportent. Bon, c'est les républicains qui perdent avec Vichy, mais rappelez aussi qu'il y a des mouvements historiques, et qu'en tout cas que l'antisémitisme, malheureusement, s'inscrit dans un très vieux fond historique. C'est une passion, on va dire, meurtrière européenne. Je pense qu'il faut le dire aux élèves, mais le plus important là, pour essayer de gérer les désordres qu'il peut y avoir en cours, c'est de rappeler que l'antisémitisme est un délit. Voilà. Et que l'éducation nationale ne doit tolérer aucun dérapage antisémite, que ce soit de la part des élèves, bien évidemment, et j'ai encore moins des professeurs. Mais je vois surtout, moi, ce danger de prise à partie entre les groupes d'élèves dans les classes. Et les professeurs ne doivent tolérer absolument aucun dérapage antisémite. C'est dit. Et la question, si on revient juste sur la question, effectivement, sur la question du Hamas, le Hamas est un mouvement terroriste, et c'est ce qu'il faut dire et répéter aux élèves, et ne peut tolérer aucun soutien. Enfin, je veux dire, les élèves ne peuvent pas dire nous, on soutient le Hamas, ils soutiennent un mouvement terroriste. Merci, il n'y a pas de justification à ce type de massacre. Il n'y en a pas. Et quand on est dans un état de droit, on ne doit pas, quand on est un élève, proférer d'insultes, d'injures à caractère antisémite, à caractère raciste. Et le professeur est là aussi pour montrer la règle et la barrière de la loi. C'est dit. Alors, on est à quelques poignées de minutes de cette émission passionnante. On a un peu mélangé les sujets, mais on revient, c'est ce que vous disiez, Benjamin Landman, à cette évidence, ouvrir le dialogue, en parler avec sincérité. Et Marie-Claude, vous-même qui êtes dans cette école Ganénou, qui observez bien tous ces mouvements, on peut rappeler quand même aux parents qu'on peut reprendre le chemin de l'école, que c'est sécurisé, que ça sera un espace, un safe space, comme on dit maintenant, comme dans les mouvements de jeunesse. On va pouvoir parler avec les enfants. Et je rappelle que le Fonds social se mobilise à la fois dans cette campagne de dons, don.fju.org/urgence-israël, mais au long cours, puisque nous allons continuer à fabriquer ces contenus pédagogiques que nous allons livrer aux écoles, aux mouvements de jeunesse, à créer du dialogue. Déborah, tu en parlais tout à l'heure dans les mouvements de jeunesse. Et ça, c'est important. Et une ligne d'écoute, comme je le disais en début d'émission, vient d'être créée. Là, il y a vraiment un écuménisme, une union sacrée de toutes les institutions juives. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle permet à qui que ce soit de pouvoir avoir un aidant, un écoutant, un psy au téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone, plus 33, parce qu'on peut le joindre aussi de l'étranger, plus 33 1 86 96 20 00. Donc cette ligne d'écoute et de soutien psychologique, plus 33 1 86 96 20 00. Il nous reste 2 minutes, je fais un tour de table. Benjamin, comment on voit là ce qui arrive? Est-ce que on reprend un peu le contrôle, comme vous disiez? Est-ce que même si ça s'enlise, il y aura cette résilience au bout du tunnel? J'ai pas la réponse à cette question difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que il faut aussi que les parents, que les encadrants, que les enseignants
prennent un moment pour eux parce qu'ils vont avoir vraiment besoin d'énergie d'énergie et de souplesse dans les... Et d'une supervision, comme on dit en psychanalyse. C'est-à-dire... Par exemple, mais surtout de pouvoir prendre, de couper un peu les réseaux sociaux dans la journée, de remettre en place un certain nombre de routines, d'aller demander de l'aide quand ils se sentent complètement dépassés, de l'exprimer ainsi, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on aide ses proches, c'est en prenant soin de soi. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que, comme vous dites, les jours qui viennent vont être quand même difficiles. Marie-Claude, un dernier mot. Voilà, j'irai dans ce sens-là et je rajouterai la question de l'après-coup. Il faut être attentif aux enfants parce qu'ils n'expriment pas sur le moment. Ils expriment à travers des petits mots des fois très douloureux, des maux de ventre, des pleurs qu'on ne comprend pas d'où ça vient, des histoires qui prennent des il faut être attentif, attentionné et attentif. Et très attentif au temps de rebond. Merci à vous, merci Christine Guimonet, merci Pierre-Jérôme Biscarat de votre fidélité, merci Déborah. Bien d'ailleurs, on continue nous dans les mouvements de jeunesse. On continue dans les mouvements de jeunesse et vous parliez de la difficulté à parler avec ses enfants. Si vous avez des difficultés à parler avec vos ados, parce qu'on sait que c'est le cas par rapport à la classe d'âge, n'oubliez pas que les mouvements de jeunesse sont là. C'est important, quand ils sont entre eux, ils se délivrent vraiment et ils se confient et c'est absolument primordial dans ces C'est toute la magie de l'Éduc-Pop. Voilà, cette émission touche à son terme. On vous invite à la podcaster largue à Manu. Allez-y, c'est un vrai petit moment d'explication. Et puis on continuera encore une fois sur cette antenne et au Fonds social juif unifié à expliquer, à décrypter. C'est pour ça qu'on a besoin que les psys, les enseignants et les éducateurs se rencontrent. En tout cas, le lunch, là, vous l'a démontré aujourd'hui. À très bientôt et vous continuez sur l'antenne de RCJ.